On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Mireille Rivalan des éditions La Talente et David Meulman pour les éditions aux Forges de Vulcain. Alors, dans ce podcast, on va parler du mois de l'imaginaire et donc je vais laisser d'abord Mireille Rivalan se présenter succinctement, s'il te plaît. Eh bien, bonjour, oui, Mireille Rivalan, je suis éditrice pour les éditions La Talente depuis bientôt 35 ans, ce qui est à peu près aussi l'âge des éditions La Talente, même si elles avaient commencé avant avec des livres de cinéma et surtout une librairie qui a 10 ans de plus que la maison d'édition. Être éditrice à La Talente, c'est un travail d'équipe, comme dans beaucoup de maisons d'édition. Et d'ailleurs, nous sommes une SCOP, et donc je partage les quelques milliers de livres que nous avons publiés en 35 ans avec des camarades successifs. Certains sont partis en retraite, certains sont partis ailleurs, mais actuellement nous sommes 7 à La Talente. D'accord, très bien. 35 ans, sacré parcours, bravo. Et donc, David, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors, je m'appelle David Meulmans, je suis le fondateur des éditions aux Forges de Vulcain, une maison d'édition qui publie de la littérature de l'imaginaire, mais aussi de la littérature générale. C'est une maison d'édition qui a 11 ans et donc c'est une petite maison d'édition. Puisque je suis le seul permanent de la maison, parce que souvent on crée des équipes autour de certains titres, mais on n'a pas d'équipe permanente, c'est lié en grande partie à notre taille actuelle. Mais j'espère bien un jour avoir une équipe, et voilà. Donc voilà, j'admire beaucoup La Talente, c'est pour ça que je suis un peu ému, parce que il faut qu'on se retrouve dans cette émission pour me rendre compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les forges, mais le spectacle de La Talente montre que ce chemin peut être parcouru avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion et de travail. Mmh. Tout à fait et je partage, ton admiration et mon admiration va aussi vers vous 2 parce que figurez-vous que nous, on est encore plus petits. On a à peine 3 ans d'existence, enfin, même en décembre, ça fera 3 ans qu'on vend des livres, donc on existe, voilà, donc tu vois, on est encore, plus petits et donc voilà, on a trois générations, d'éditeurs, donc c'est très intéressant. Alors justement, on est tous les 3 des éditeurs, de littérature de l'imaginaire. Alors pas que, hein, je crois. En tout cas chez nous, c'est pas le cas, aux Forges de Vulcain non plus. J'ai vu que tu éditais, des essais. Aux éditions La Talente, je ne crois pas, mais tu me diras si je fais erreur. Alors, justement, alors honneur aux dames, Mireille, est-ce que tu veux bien commencer, et nous parler du mois de l'imaginaire? Puisque donc on va parler de cette association qui s'appelle le mois de l'imaginaire. Mireille, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Oui, avec plaisir. Et juste, je rebondis sur la question de ce qu'on publie. Effectivement, nous publions essentiellement de l'imaginaire, mais nous publions aussi un peu de polar. Et nous avons aussi une collection d'essais. C'est la question de la durée que vous posiez. Nous, comme vous, nous avons fait plein d'expériences et nous continuerons à en faire, je pense. Et nous avons eu successivement une collection de polar que nous avons arrêtée, une collection de sciences humaines pendant 10 ans, toutes les années 2000, une collection de D'accord. BD. On a fait aussi de la jeunesse et on s'est recentré parce qu'il faut gérer le fond. Vous verrez, c'est du boulot de gérer du fond. Et nous faisons à nouveau du polar depuis 1 an. Donc voilà, c'est juste pour préciser que la vie d'un éditeur, c'est effectivement beaucoup d'expérience tout le temps. Ouais, c'est très intéressant, oui. Et donc voilà, pour le mois de l'imaginaire, moi, le souvenir que j'en ai, puisque
je crois, avoir, en tout cas entendu parler du mois de l'imaginaire, dès son début. C'était fin 2016 et fin 2016, tout début 2017, des éditeurs de poche, ont eu l'idée de faire qu'1 mois dans l'année ou une période dans l'année soit consacrée au mois de l'imaginaire enfin là je parle des gros éditeurs de poche, hein, bien sûr, même si nous en faisons nous tous un peu et ils ont eu, vraiment le désir de faire un mois que j'appellerais commercial, autour de l'imaginaire. Heu, Ça c'est une chose et sachant qu'eux, ils avaient déjà tout un tas de temporalités commerciales dans l'année avec le polar, avec le poche et donc l'idée première, ça a été effectivement pour eux octobre, comme, les livres de poche sont moins, impactés par la rentrée littéraire, puisque la rentrée littéraire vise des grands formats, du fait des grands prix. Et donc du coup, ça leur a semblé le mois idéal. Donc ça, c'est une chose qui n'a finalement ça a fait l'objet de discussions, mais ça n'a jamais été finalement négociable. Enfin, on n'était pas forcément tous d'accord que c'était le meilleur mois pour tout le monde, mais ceux qui en étaient à l'initiative avaient leurs raisons et ils ont aussi souhaité d'emblée à faire que ce soit partagé, que cette idée qu'ils avaient eux, qui les concernait très, très directement, soit par contre partagé avec les éditeurs, indépendants ou de grand format, enfin l'ensemble des éditeurs présents à ce moment-là, de l'imaginaire. Donc, effectivement, moi étant diffusée par le CDE, donc en compagnie à l'époque de Pascal Godbillon, de Mathias Echner pour La Volte, de Marion Mazoric pour Le Diable Vauvert et d'Olivier Gérard pour pour le Bélial. Je me rappelle vraiment de ces moments de discussion en janvier 2017 et on s'est retrouvés aussi avec les gens de Mnemos très rapidement avec les moutons électriques. Enfin, et petit à petit, Brajlon a rejoint, on va dire, aussi le groupe des indépendants, même s'ils faisaient en fait partie quand même ils étaient au milieu, quoi, finalement. Donc finalement, ce rassemblement, voilà, est très, très rapide et il n'a cessé depuis d'augmenter, mais s'il a fallu, d'abord lancer, un premier mois de l'imaginaire, mais globalement, effectivement, c'est une sorte de convergence d'intérêts. Dans ces cas-là, les intérêts, je dirais, on pourrait être défendus un peu différemment, mais il y avait vraiment bon, non pas une convergence des luttes, mais pas loin, puisque tout le monde avait aussi quand même le sentiment de devoir lutter, pour, redorer un blason ou pour faire exister et pour donner en fait des moyens à des libraires aussi de s'emparer de cette publicité. Mmh. D'accord et donc tu veux dire que le l'idée était vraiment de mettre en avant la littérature de l'imaginaire par rapport à la littérature blanche, par rapport à tout le reste de la littérature finalement? C'est un peu l'idée? Ah oui, je pense que c'était enfin, de toute façon, c'est la question de savoir s'il y a des gens qui aiment, la science-fiction, le fantastique et la fantasy, ça, il y a pas de souci et s'il y en a qui en écrivent, pareil. Enfin, on sait à quel point c'est la littérature populaire, d'aujourd'hui. Et je mets dans littérature populaire tout son sens avec toute sa noblesse, hein, bien sûr. Donc du coup, oui, la question c'est à quel moment, le lecteur trouve tout ce qu'il enfin, a accès à tout ce qui est publié et à quel moment les libraires, pensent que c'est une littérature majeure, tant sur le plan commercial que sur le plan littéraire. C'est vraiment c'est ça l'enjeu. Enfin, c'est l'enjeu tout le temps quand on est émergent, puisque à l'échelle de l'histoire de la littérature, nous sommes dans une littérature qui a ses racines. On peut aller les chercher très loin, les racines, il y en a tout le temps. Donc c'est pas le passé nous fait, mais par contre, c'est une littérature, extrêmement, inscrite dans une culture, la culture pop du siècle qui se fait. Donc oui, c'est Mmh, effectivement, c'est mmh. toujours enfin voilà, mais c'est génial. Enfin moi, je préfère être émergent que rassis, hein, mais ça a ses difficultés. Non, mais vous voyez, parce qu'on se plaint tout le temps. C'est comme se plaindre d'être dans une niche. Bah oui, mais au moins dans une niche, on n'est pas noyé, hein. Parce que moi, par exemple, je suis d'accord pour que ça devienne une littérature extrêmement reconnue. Maintenant, les tout petits que vous dites être et que nous sommes encore, eh bien,
si ça devient de la littérature générale, ça fera comme pour le polar, tout le monde en fera et ce sera toujours les plus gros qui pourront imposer davantage, leur, Oui. le mainstream. C'est donc il y a voilà, il y a une force aussi dans, dans l'alternative que Oui, et dans le l'espèce de contre-culture, ah oui, bah, le ouais. mouvement, qui va, à l'inverse, effectivement. Et David, quel est ton point de vue par rapport à tout ça? À la mouvance de la littérature, de l'imaginaire aussi en France? Oui, David, vas-y. Alors, Mireille a très, très bien résumé la situation. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a à la fois un vrai mouvement de fond dans les littératures de l'imaginaire, qui est un mouvement, à la fois créatif et un mouvement, de chez les lecteurs. C'est-à-dire, c'est la vraie littérature populaire. C'est aussi, la littérature de la jeunesse. C'est-à-dire, bon, moi, je suis pas jeune, enfin, je suis plus jeune, mais c'est une littérature, dont une grande partie des lecteurs a moins de 25 ans. Et on avait l'impression peut-être que la présence en librairie et la présence dans la conversation collective, c'est-à-dire dans l'espace médiatique, était pas à la hauteur de la réalité, en fait. Donc c'était aussi un moyen, mais Mireille l'a très bien dit, de donner, des éléments aux libraires, mais aussi à la presse, aussi aux blogueurs pour, faire voir ce qui se faisait, et lui donner un peu plus, d'éclat. C'est-à-dire, sortir un peu parfois de cette impression que peuvent avoir certains lecteurs-lectrices, que, si quelque chose, marche très, très bien et partout, c'est que d'une certaine façon, c'est quelque chose de très bien, et que si un texte est confidentiel, c'est qu'il a un problème ou des défauts. Alors qu'en Mmh. fait, parfois, ça n'a Mmh. c'est les la relative confidentialité de certains textes n'est pas du tout liée à leur qualité intellectuelle, ou à leurs difficultés. C'est, lié à l'organisation collective de l'économie du livre, de l'économie de la communication, de l'économie de la librairie. Et l'idée, c'était d'améliorer ces éléments, sachant que, ce qu'on a fait, c'est que, il y a 5 ans, quand, le mois de l'imaginaire a commencé, on sentait une vague, mais c'était vraiment un acte de foi de la part, de gens comme, bah, les éditeurs de poche. Alors pour eux, il y avait un intérêt commercial, mais ça reste quand même un acte de foi, de se dire: «Le public est là, on va», et je pense que c'était pour chez certains une sorte de lecture, de la sociologie de la lecture qui était, très juste. C'était de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'imaginaire dans les années 90 quand ils étaient enfants, en lisant par exemple Harry Potter. Alors c'est pas mon cas parce que je suis plus âgé, je suis d'une génération qui a commencé par l'imaginaire, mais par le jeu de rôle, le livre dont vous êtes le héros, les jeux vidéo. Et après, j'ai évolué vers d'autres types de littérature, vers la littérature de l'imaginaire, mais au sens littéraire. Tous ceux qui avaient découvert Harry Potter dans les années 90, bah, en grandissant, en vieillissant, comme leur goût a été formé par l'imaginaire initialement, même si leur goût évolue, ils conservent une sorte, d'attachement, une sorte d'appétit pour, quelque chose qui serait un peu plus ouvert, et donc ils sont, pas contre la littérature réaliste, mais ils ont un appétit pour la littérature de l'imaginaire. Donc il y avait cette vague, et je pense qu'elle s'est un peu intensifiée pendant les 5 ans qu'on a fait. Alors c'est pas le mois de l'imaginaire qui a intensifié ça. Je pense que le mois de l'imaginaire accompagne ce mouvement sociologique de fond, qui prend toutes sortes de formes. Par exemple, il y a un intérêt depuis quelques années sur comment on fait de la politique à travers l'imaginaire. Mais il y a clairement un très grand retour de l'imaginaire, et voilà. Et les considérations commerciales sont jamais complètement, dissociées des considérations, esthétiques. C'est-à-dire que, les auteurs, les jeunes auteurs, les jeunes autrices, avant tout, c'est des lecteurs et des lectrices. C'est-à-dire, plus ils vont lire de l'imaginaire, plus cet imaginaire va être diversifié, plus il va être original, plus il va être ambitieux, et bien plus eux-mêmes, quand ils se mettent à l'écriture, ça leur donne des perspectives, ça leur ouvre des possibles, et donc c'est une sorte de cercle vertueux qu'on est en train d'enclencher collectivement. Effectivement, moi je rebondissais juste, sur ce qu'avait dit David à propos de la sociologie,
du lectorat et des mouvements d'imaginaire, que nous avions en tant qu'éditeurs de l'imaginaire cette chance inouïe d'avoir pour lecteurs, de proposer des livres à des lecteurs qui sont des lecteurs volontaires, des lecteurs jeunes volontaires, puisque David disait qu'effectivement c'était la littérature par laquelle les jeunes rentraient dans l'acte de lecture, et c'est complètement, enfin moi je suis toujours à la fois très fière et très motivée par le fait que nous publions des choses que des jeunes de 15-20 ans s'achètent pour lire. Autrement, ils n'ont que les livres scolaires, donc de la lecture imposée, qui est une autre. Moi, je suis pour aussi la lecture imposée, mais nous, notre boulot, c'est la lecture non imposée, et il n'y a pas d'autre littérature qui fasse que des gens globalement de 15 à 30 ans achètent des livres. Hormis, je dis toujours, on achète le Goncourt pour sa mère à Noël, mais parce que voilà. Quand je suis très très un peu taquine, je dis nous on publie pas des livres de belle-mère, mais alors que même ma mère de 83 ans lit de la littérature de l'imaginaire, donc c'est très très taquin de ma part. Mais néanmoins, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment, là on est à la période des prix littéraires généralistes, et on sait très bien qu'ils vont se vendre dans tous les cas de figure, plus ou moins, et ceux qui sont des chefs-d'œuvre littéraires, c'est tant mieux, mais ils vont se vendre parce que on se dit, tiens, j'achète un livre comme j'achète un bouquet de fleurs, et c'est très chouette, hein, et un paquet de bonbons pour faire plaisir, et ça a de la valeur affective et culturelle. Mais par contre, être acteur de lecture, quelle autre littérature peut se vanter de ça pour les gens de 15 à 25-30 ans? Non, on est les seuls. Alors ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Mireille, parce que, alors justement, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tous les 2. Je sais pas quel âge tu as, David, mais moi, je suis né en 76, donc j'ai vraiment grandi avec, toute la culture de l'imaginaire, mais je parle aussi des films, hein, je pense à Soleil Vert, bon, j'ai grandi aussi avec les Pink Floyd dans les oreilles et puis, je sais pas, 1984, Jules Verne, et cetera. Voilà, vraiment, moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai fait aussi beaucoup de jeux de rôle, Donjons et Dragons, Cthulhu, et compagnie, Star Wars aussi, évidemment. Bon, voilà. Donc, ça a vraiment été ma culture, et c'est marrant parce que quand j'étais jeune, alors là, ça va peut-être faire grincer un petit peu, mais je pense que c'est assez vrai. On mangeait, entre guillemets, beaucoup de culture anglo-saxonne, dans le monde de l'imaginaire, et c'est que, en tout cas dans ma perception, fin 90, que vraiment la culture de l'imaginaire française a pris une place vraiment plus importante, je pense, dans les librairies, auprès des gens, des jeunes lecteurs, et cetera. Donc un peu plus tardivement. Alors peut-être que justement tu parlais de Harry Potter, qui est encore anglo-saxon, a joué, dans la démocratisation et l'ouverture peut-être aussi, de ce qu'on a appelé plus tard les jeunes adultes. Bon voilà, je sais pas quelle est votre position là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant. Je pensais justement à Stéphane Marsan qui disait dans une interview, alors peut-être, hein, en forçant un peu le trait, mais que la France avait un problème avec l'imaginaire. Enfin, ça résumait un peu cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est difficile de te répondre. Alors on est de la même génération, hein. Moi je suis né en 78, donc on est passé par des expériences qui sont analogues. Il y a 2 volets dans ta réponse. Alors d'une part, je pense qu'il faut pas diminuer la part francophone dans les littératures de l'imaginaire, parce que par exemple, tu as mentionné Jules Verne, et pour beaucoup, si on réécrit l'histoire de l'imaginaire, elle commence au 19e siècle par Mary Shelley, Jules Verne, H.G. Wells. Alors effectivement, 2 auteurs britanniques avec un auteur français au milieu, mais l'importance de Verne, et surtout les traductions de Verne, c'est-à-dire qu'on oublie que des auteurs comme Alexandre Dumas, Verne ou même Pierre Boulle sont des Bien sûr. auteurs qui sont parmi les plus lus dans le monde, les plus traduits dans le monde. Donc il y a une importance. Et puis
alors là où je suis pas la bonne personne pour répondre précisément, mais je suis la bonne personne pour regarder de l'extérieur le phénomène, c'est qu'effectivement, moi, si je regarde ma propre pratique de lecture et ma propre entrée dans la culture de l'imaginaire, c'est d'abord par des choses anglo-saxonnes, donc les jeux de rôle qui étaient américains, les livres dont vous êtes le héros qui étaient britanniques, les jeux vidéo qui étaient britanniques et allemands, certains jeux de rôle qui étaient allemands, donc j'y suis. Bilbo, c'est britannique. Enfin, voilà. Après, par exemple, je pense à quelqu'un comme le romancier écrivain Thomas Géa, Xavier Delot, qui lui, dès les années 90, il est de notre génération aussi, était un très grand lecteur de classiques francophones, et qui lui m'a montré que il y a une forte pratique ancienne de la littérature de l'imaginaire francophone. Moi, je me documente petit à petit sur les collections d'imaginaire du début des années 50, ce type de choses. Donc, ça existait. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas énormément de textes qui avaient pu exploser commercialement mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle La planète des singes, qui est un grand texte d'imaginaire. Donc il y a Barjavel, voilà. Mais est-ce que c'est vrai que il y a eu il y a une hégémonie culturelle américaine qui a plus ou moins existé à partir des années 60, qui fait que la présence des auteurs américains, notamment dans la science-fiction, était très très forte. Et après, il y a eu une vague fantasy américaine qui était très très forte. Donc c'est vrai que c'est très fort. Après, et même encore aujourd'hui, en toute sincérité, alors Mireille me corrigera peut-être, mais quand on regarde les ventes les plus fortes en imaginaire, effectivement, il y a Alain Damasio avec Les Furtifs qui a atteint des chiffres très très importants en France, voilà. Mais derrière Alain Damasio, chez les francophones, on descend très très bas. Les deuxièmes francophones sont très très bas par rapport à Alain Damasio, et entre les deux, on a tous les volumes du Trône de Fer, on a Le Sorceleur. Et par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, et c'est aussi dans le cadre du mois de l'imaginaire une réflexion, c'est que parfois tout ce qui est littérature jeune adulte, alors on va dire young adult parce que c'est vraiment un rayon, n'est pas classé en imaginaire, sauf qu'en fait, on va avoir des textes comme La Passe Miroir ou Les Chevaliers d'Antares, qui sont des textes d'imaginaire, mais comme ils sont destinés aux young adult, on les classe pas en young adult, mais en fait, ce sont eux les textes d'imaginaire francophone qui se vendent le plus. C'est-à-dire, ils se vendent. Enfin, il y a Damasio, il y a tout un segment jeune adulte francophone, et après, on arrive sur des auteurs francophones contemporains. Est-ce que les francophones contemporains sont plus ou moins visibles que les francophones contemporains il y a 20-30 ans? Je ne sais pas. J'ai aucun moyen de. Enfin, si, je pourrais aller chercher l'information, voilà, mais c'est pas vraiment ma spécialité. Je ne peux pas le faire en direct comme ça. Moi, mon impression, et là je reviens plutôt sur vraiment le rôle d'éditeur, qui a un rôle de choisir des textes et d'accompagner des auteurs dans l'écriture, dans la construction d'œuvres titre à titre. Il y a quand même une grande réflexion chez certains écrivains pour essayer de se démarquer de certains codes, parce que ça présente pas d'intérêt de courir derrière les codes américains, ça présente pas d'intérêt de courir derrière les codes britanniques plus rarement, et donc essayer d'inventer. Par exemple, d'une certaine façon, Jean-Philippe Jaworski, c'est de l'imaginaire qui a une vraie touche, qui est à la fois dans son objet de référence, qui est le monde celtique, mais aussi dans sa manière d'écrire, qui est très goulayante et quand même assez loin de ce que font les Américains. Mais on peut penser aussi, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais le travail que fait La Talente, mais ça c'est Mireille qui en parlera, pour aller chercher des auteurs d'imaginaire hors du domaine anglo-saxon. Donc par exemple, d'aller chercher dans la littérature russe, voilà. Et donc parfois, pour amener du neuf, il faut effectivement sortir des codes américains. Et voilà, alors les codes américains qui sont renforcés parce que les autres industries culturelles américaines viennent au relais en termes de diffusion du roman. C'est-à-dire, il y a les adaptations cinéma, il y a les adaptations en jeux vidéo, en séries télé, qui donnent une puissance de communication qui est difficile à égaler parfois. Tout à fait, c'est très intéressant. Mireille, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là? Bon, l'analyse de David est tout à fait juste. Effectivement, bon, moi, je vais juste remonter parce que moi, je suis née en 60, donc effectivement, du coup, j'ai commencé à travailler dans ce milieu un peu plus tôt que vous. Et il y a eu une personne, en fait, au début des années 90, fin des années 80, il y a plein d'auteurs français
qui veulent faire le pari de ce que nous arrivons à réussir actuellement, mais qui sont effectivement assez très confidentiels, mais qui sont des auteurs exceptionnels, tels Serge Lehmann et Roland C. Wagner. Et c'est des gens qui ont à la fois qui ont très vite toute la reconnaissance de tout le milieu et qui vont chercher effectivement d'emblée à la fois à ne pas nier cette littérature comme une littérature active et nécessaire. C'est pas du tout une littérature de passage pour eux. C'est celle qui va leur permettre d'exprimer littérairement et intellectuellement toute leur culture. En l'occurrence, ce sont des hommes immensément cultivés et qui sont d'abord en fait des amateurs de science-fiction. Et peut-être que ça, c'est ce qui réduit un peu le champ public dans ces années-là, parce que quand effectivement et on doit ça à Bragelonne, hein, quand la fantaisie devient plus reconnue et que des auteurs effectivement qui sont passés comme vous, hein, ils ont dans vos âges, qui sont passés par le jeu de rôle, qui ont été des bandes d'amis, hein, qui ont fait du jeu de rôle et qui étaient des gens qui voulaient écrire. Et là-dedans, il y avait effectivement, autour de Stéphane Marsan, hein, il y avait Fabrice Collin. Et tout d'un coup, des noms m'échappent, mais il y avait toute une pépinière du début de l'expression de la fantaisie. Et ça, c'était pendant les années 90, mais c'était extrêmement confidentiel. Ça a explosé dans les années 2000. Toujours est-il que dans les années 90, on est effectivement sur plutôt des gens qui se défendent de la science-fiction en France. Et là, la grande surprise, c'est Pierre Bordage, en fait. La première grosse vente de SF française, on en est nous-mêmes surpris. Nous, Pierre, on a reçu le manuscrit des Guerriers en 92, puisque le premier volume a été publié en 93. Et c'est, en fait, on le publie parce qu'on pense que c'est un excellent, comme on dirait maintenant, une sorte de page turner. À la fois, c'est de la littérature de grands espaces que ne font pas les Français. Et en fait, il y a pas de presse hein, pour ça. Le premier article dans Le Monde, et je ne critique pas le camarade de journaliste de l'époque, mais le premier article dans Le Monde pour Pierre, c'est quand ça sort en poche. Donc c'est vous dire qu'il a fallu attendre. Et en fait, c'est les lecteurs. Les lecteurs et les libraires ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que Pierre Bordage, c'est effectivement des milliers d'exemplaires qui se vendent d'emblée. Voilà, donc effectivement, c'est et après, pour qu'il y ait l'équivalent, il a fallu attendre Damasio, à une période où les réseaux sociaux, où les moyens de communication permettent aussi d'aller plus loin, je pense. Hein. Mais Pierre reste encore, je dirais, une figure tutélaire du premier succès français. Donc voilà, et là je ne sais plus jusqu'où tu étais allé, David, parce que je voulais rappeler Pierre et ces gens que sont Lehmann qui actuellement publie, enfin il a surtout été un novelliste exceptionnel, hein, et qui lui a effectivement énormément, mais Roland qui est décédé maintenant, Roland Wagner, ils avaient la même préoccupation. C'était d'abord des grands historiens de l'histoire du monde et de l'histoire de la littérature. Et si Roland l'a mis entièrement dans ses romans, malgré tout, il y a une très belle démonstration de ce que a pu être l'imaginaire français dans la Brigade chimérique qu'a conçu Serge Lehmann. Il s'est fait accompagner de Fabrice Collin dans cette BD et moi, ça a été un grand moment parce qu'on avait travaillé avec Serge pour rassembler toutes ces nouvelles dans le Livre des Ombres tout début 2000. Et quand tout d'un coup jaillit chez lui la nécessité, parce que c'est vraiment un moment de nécessité, d'écrire la Brigade, c'est-à-dire toute cette histoire de comment se fait-il que les super-héros sont américains? Donc, ce qui répond à la démarche et à la recherche que vous faisiez tout à l'heure. Et du coup, il bâtit, à la fois il le prend dans l'histoire et il le bâtit de façon fictionnelle, bien sûr, comment tous ces écrivains du début du siècle qui n'avaient pas de barrière depuis Shelley et Jules Verne et qui écrivaient dans le fantastique, comme on disait souvent à l'époque, tout ce qui est avec la prégnance de l'arrivée technologique et de la passion pour les sciences et du coup pour le surnaturel. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'hyperscience, il y a de l'hypernaturel, si je puis dire. Et donc, ça allait effectivement
de tout un tas de héros qui allaient sauver grâce à des pouvoirs entre magiques et technologiques. Et tout ça, ça a habité tout le début du XXe siècle. Il y a alors dans l'histoire que bâtit Serge Lehmann, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle capital comme effectivement, et en fait la Première Guerre mondiale aussi, mais elle se succède. C'est là où les Américains apportent avec leur aide tout leur pouvoir économique et de communication. Et parce qu'il y a des gens qui chassent nos valeurs et parce qu'il y a des gens pour imposer le commerce, on se retrouve avec du super-héros américain et une force de frappe de communication américaine. Voilà, c'est une synthèse peut-être un petit peu rapide, mais il y a toute une histoire de l'économique et des symboles dans l'histoire de la littérature et de la science-fiction en particulier. Et je pense qu'on est sur une réappropriation. David a raison. Et vous avez raison de dire que vos générations, d'abord, vous allez chercher des auteurs français pour beaucoup. Et je crois que vous avez vraiment raison. Et nous, on n'avait sans doute pas beaucoup de manuscrits suffisamment intéressants qui nous parvenaient dans les années 90. Donc, on est allé chercher en Europe. C'était notre pas de côté. C'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir, nous, une équipe et des gens autour de nous qui lisaient plein de langues. C'est encore en grande partie le cas à la Talente. Et du coup, on a été chercher du côté de l'Espagne. On a même fait une tentative du côté de l'Italie. En Espagne, c'est Javier Negrete, qui a une fantaisie assez extraordinaire avec les chroniques de Tramoré. C'est un prof de grec, hein. Donc voilà, vous avez des armées, des gens qui pensent méditerranéens, qui pensent grec. Enfin, vous voyez, c'est très important. L'Allemagne, Andreas Eschbach, c'est aussi les années 90, hein, parce que l'Allemagne est une grosse lectrice de science-fiction. Et puis ensuite, je prends les plus importants, mais effectivement, ça a été Dmitri Glukovsky dans les années 2010. Voilà, donc ça nous a paru tout le temps capital aussi de faire valoir l'Europe. Mais sans doute parce qu'on était, nous, un peu en déficit de nouveaux textes. Hein. Passé Roland Wagner, Serge Lehmann et Pierre Bordage, qu'on a réunis progressivement à la Talente, on a mis un certain nombre, 10-15 ans, avant de retrouver des manuscrits français qui nous semblaient avoir une portée commerciale et littéraire qui pouvaient se rejoindre. Ça a été, je pense, ça a été sans doute dans les années 2010, Régis Godin, qui nous a le plus permis aussi, et pour lui, de rencontrer un public, mais avec pas du tout de reconnaissance de presse ou de choses comme ça. Hein. On est vraiment dans les libraires et les lecteurs dans ces cas-là. C'est très intéressant ce que vous dites tous les 2. J'aimerais parler, enfin que vous nous parliez de cet aspect un peu contre-culture parce que finalement quand, on vous écoute tous les 2, on peut aisément comprendre que la «force de frappe» entre guillemets, de l'imaginaire, anglo-saxon est telle, je veux dire par la littérature, par, la reprise au cinéma, les jeux vidéo, les jeux de rôle aussi, les livres dont vous êtes le héros. La force de frappe de l'imaginaire anglo-saxon est telle qu'il a fallu un certain temps pour que l'imaginaire français qui était déjà là, se fasse une place, hein, par rapport à tout ça. Donc une place commerciale et puis une place aussi, auprès des lecteurs puisque forcément, je veux dire, à un moment donné, si personne n'en parle, c'est compliqué d'avoir accès au livre ou même de savoir qu'il existe. Je veux dire, moi-même de mon propre parcours, c'est que, assez tardivement que je me suis dit: «Bon, bah, attends, les Français, où est-ce qu'ils sont?» et que là, j'ai pu commencer à lire justement des livres que de la Talente, des livres de Brajlon et cetera, donc en français ou même européen. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre aussi que, il y a une certaine façon de penser l'imaginaire. Donc là, j'aimerais bien votre avis à vous 2. Je sais que donc aux éditions L'Alchimiste, nous on publie exclusivement des auteurs français, enfin français francophones pardon, des Belges et des Suisses aussi et des Français donc forcément. Mais on aime bien aussi réfléchir sur la réalité, réfléchir sur la façon dont, l'imaginaire peut être formaté et dont,
on peut essayer de pousser les portes, hein. Je veux dire, le collectif Zanzibar, hein, si je me trompe pas, qui réfléchit à cette question de désenclaver l'imaginaire. C'est drôle parce que je les ai découverts il y a quelques mois seulement, alors que nous, quand on a créé l'Alchimiste, vraiment c'était notre idée, hein. L'imaginaire comme questionnement du réel, on voudrait bien créer des chemins narratifs nouveaux. Voilà. Donc tout ça se rejoint, c'est-à-dire la façon dont, l'auteur, crée son imaginaire pour, imaginer d'autres choses, d'autres chemins narratifs, d'autres possibilités de créer et de penser le monde pour agir de manière différente, ensuite, hein. Donc voilà, j'aimerais que, bah, David, par exemple, tu puisses réagir là-dessus. C'est un petit peu large comme question, mais bon voilà, tu peux aller gaiement là-dedans, voilà. Non, Qu'est-ce que mais tu en penses? on a disons que ça rejoint un petit peu peut-être la réflexion, que mentionnait Mireille sur la chance qu'on a, d'avoir des lecteurs et des lectrices qui sont passionnés, qui sont jeunes, qui viennent spontanément vers nous alors que, c'est souvent eux le moteur de la lecture, c'est pas de la lecture imposée et peut-être que ce qui peut les fasciner, ou les passionner dans les littératures de l'imaginaire, c'est que parfois c'est des littératures du possible. C'est-à-dire que la littérature du réel est parfois une littérature de l'impossible au sens cruel du réel, c'est-à-dire de dire on va vous décrire le réel est comme ça, et tout le travail moral d'un individu, c'est d'accepter le réel et de pas se rebeller contre lui. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une tendance dans les littératures de l'imaginaire de se rebeller contre le réel et de dire l'être humain peut faire plus, peut aller ailleurs. Alors après, les littératures, je pense que ça serait caricatural de dire du côté de l'imaginaire il y a le possible, du côté de la littérature réaliste il y a la soumission au réel, parce qu'en fait, dans les deux cas, on trouve toujours cette tension entre le divertissement et l'engagement. Et il y a des très très grands, les grands romans, c'est des romans qui sont à la fois des romans de divertissement et d'engagement. Par exemple, une œuvre tutélaire de la science-fiction, c'est Dune de Frank Herbert. La Talente vient de sortir un beau livre d'articles qui s'appelle Tout sur Dune, qui est une analyse de Dune et de ses adaptations multiples et variées. Et on voit que Dune peut être lu à différents niveaux de lecture. Ça peut être lu vraiment comme une sorte de grand récit d'aventure. Ça peut être lu comme une source de réflexion politique sur le danger des hommes providentiels. Ça peut être vu comme une réflexion écologique. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pas neuf en fait. C'est-à-dire que ce qui est peut-être assez fort ces jours-ci, mais on est peut-être un peu victime d'une illusion de perspective parce que l'histoire de la littérature efface des œuvres. Et donc, quand par exemple les gens disent ah là là, il y a 40 ans les livres étaient mieux, bah, les gens oublient que non, il y a 40 ans, ce qui se vendait le plus, enfin il y a 35 ans, c'était Paul Loussou-Lidzer qui a complètement disparu maintenant des librairies. Donc, il faut pas qu'on reconstruise le passé de la littérature, mais par exemple en regardant le présent, on a beaucoup moi, je vois ça dans les manuscrits d'auteurs et d'autrices qui arrivent avec des idées politiques assez fortes. Et d'un côté, j'ai vaguement les mêmes idées qu'eux, mais ce qui peut me gêner parfois, c'est que d'une part, je pense que les gens ont parfois moins de culture politique aujourd'hui, donc c'est toujours un peu triste les gens qui ont jamais lu Marx et qui réinventent l'eau tiède. Mais bon, après, on peut être très heureux sans avoir lu Marx, et on peut lire Marx sans être marxiste aussi, mais voilà. Et aussi parfois, il y a une dissociation entre les idées qu'on veut faire passer et les qualités d'écriture, c'est-à-dire que pour il y a une éditrice, alors plutôt de littérature générale, même si elle a déjà fait des textes en imaginaire, qui s'appelle Emmanuelle Colas. Et Emmanuelle Colas, elle dit, ce qu'elle fait, c'est de la politique par la littérature, mais il faut que ça reste de la littérature. Et donc, je pense que d'un point de vue esthétique, c'est un peu le défi ces jours-ci, si on veut réussir à... alors, j'aime pas le terme utilisé, mais vraiment s'appuyer sur la littérature pour dire quelque chose, il faut le faire en restant dans la littérature parce que ça marque beaucoup plus. C'est-à-dire que Ursula K. Le Guin, ses romans, c'est des romans qui ont toujours un propos, mais en fait, le propos, c'est pas de la littérature à message non plus. Ou, par exemple, Mireille parlait de Wagner. Moi, je me souviens de Rêve de gloire, qui, en fait, en creux, alors, c'est un roman qui a plein de qualités et d'aspects, mais en creux, quelque chose qui est très frappant, c'est que ça dit beaucoup sur les rapports entre la France et l'Algérie.
Je trouve ça extrêmement éloquent. Ça m'a ouvert moi un monde complètement différent, plus qu'un article dans le journal Le Monde. C'est très bien de dire le journal Le Monde, mais la fiction conserve une puissance que n'a pas toujours la non-fiction ou parfois la littérature du réel. Donc je dirais que c'est le petit défi esthétique ces jours-ci, c'est que on attire des lecteurs et des auteurs plus jeunes parce que ils ont besoin d'espoir, de construire, de se projeter. Mais il faut aussi garder à l'esprit que le but, c'est de faire de la littérature et pas de faire quelque chose qui fonctionne pas. Parce que ça sert à rien, en fait, d'avoir des super idées si on les met dans des romans et on massacre la littérature en faisant ces romans. Donc, il y a tout. Mais c'est toujours ça, la littérature, c'est-à-dire des grandes tendances, et puis il y a toujours quelques œuvres exceptionnelles qui se faufilent et qui arrivent à synthétiser tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que on a fait un podcast avec Loïc Chéry sur Dune, hein. Donc, dans la saison 1, donc, nos auditeurs peuvent le découvrir. Et puis pour rebondir, sur ce que tu disais, David, je suis complètement d'accord que c'est très, très compliqué. C'est pas évident de trouver un juste équilibre entre un message, écrire un bon roman avec un message, sans massacrer effectivement la qualité littéraire, du livre. Et c'est là que, souvent, c'est le thème abordé en fond, qui va jouer. Je vois que bon, certains livres deviennent des livres à message parce que le thème abordé, est bien mené au travers d'une intrigue qui elle, ressemble à beaucoup d'autres romans. C'est l'intrigue et la qualité littéraire du livre qui va faire que finalement le message va passer et va être porté, de lui-même en fait, sans forcément, être mis en avant. Effectivement, l'équilibre est pas simple, mais je pensais aussi surtout à des livres, donc l'autre jour on en parlait avec Pascal Godbillon, des livres comme, Ecotopia, des livres, d'autres livres aussi. Alors évidemment ça me vient pas à l'esprit, j'arrive pas je pensais au recueil de nouvelles, dont on a parlé avec Jérôme Vincent aussi, Nos Futurs par exemple, qui était un recueil de nouvelles tout à fait intéressant. Je trouve qu'il est porteur de messages et pourtant la qualité littéraire est tout à fait là. Enfin bon voilà, c'était pour illustrer un petit peu mon propos. Et puis je voulais aussi, donc la réaction, le point de vue, s'il te plaît, de Mireille. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? On Oh a on a bah, brossé pas mal de sujets, hein. oui, j'ai pas beaucoup de, enfin, en tout cas, j'ai pas, je pense, de nouvelles idées à apporter à ce que vous avez dit. Et je pense que littérairement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, par exemple, tu parlais de Rêve de gloire, mais la question de quand il s'agit je dirais, de s'engager littérairement dans les idées de notre temps, l'Uchronie est un outil redoutable. Hein, par contre, c'est aussi, c'est un jeu d'équilibre complètement fou. Enfin, ça demande. Je pense que les plus grands écrivains sont ceux qui ont écrit des uchronies, et ils sont pas forcément non plus. Enfin, ça va pas être forcément ce qui sera vendu le plus. C'est ce que disait David. Hein, c'est pas. Ça peut être confidentiel parce que ça demande à tout le monde, et à l'écrivain et au lecteur, un engagement, parce que s'engager en littérature, ça peut aussi dire s'engager dans un acte culturel. Ce n'est pas que de l'engagement d'idées, c'est aussi c'est assez physique finalement la littérature, hein, tant pour l'écrivain que pour le lecteur, parce que s'immobiliser, c'est un acte physique plutôt que d'aller faire un jogging par exemple, se mettre dans un fauteuil et rester des heures à lire. Moi, je trouve que ça a autant de valeur que d'aller courir. Et cet engagement-là, avec l'Uchronie, demande aussi d'accepter de se perdre, de se retrouver, de retourner dans l'histoire et d'accepter sa torsion. Et c'est là que ça rebondit la question des possibles, puisque ce sont d'autres chemins possibles, l'Uchronie. Et ça, pour moi, c'est un des pans de la littérature de l'imaginaire, avec le fantastique, cela dit aussi, qui me laisse le plus admirative quand c'est réussi, parce que c'est, je pense, des tours de force à la fois de connaissances. Il faut pouvoir s'approprier énormément de choses sur les périodes qu'on décide de tordre, sur notre monde, et aussi sur l'équilibre à produire sur le plan émotionnel.
puisque quand tu disais qu'effectivement c'était une littérature des possibles, et moi là aussi quand je veux un peu être impertinente, je dis que enfin, l'imaginaire et la SF en particulier est une littérature de l'espoir, hein, et non pas de la catastrophe. Enfin, la catastrophe, c'est la vie courante, mais l'espoir, la science-fiction le donne. Et je pense qu'effectivement, c'est ces effets de vertige que procure cette littérature qui sont aussi ce qui fait qu'on aime la lire. Bon, il y a le possible, ça c'est un peu le but, hein, et c'est quand je dis l'espoir, c'est pareil, c'est voilà, quand on me répond, bah oui, mais en fait il y a tout un tas de récits où il y a plus qu'une personne. Je dis oui, mais enfin en fait il y a une personne, hein, ça c'est de l'espoir. Il y a pas de, en fait c'est pas la rareté qui fait l'échec. Hein, s'il reste quelques humains pour en parler, c'est que c'est une littérature de l'espoir. Par contre, effectivement, cette histoire de vertige, c'est ça qui fait l'appétit, je pense. L'appétit pour ce type de littérature. C'est qu'effectivement, elles nous mettent intellectuellement, littérairement, et l'Uchronie est extraordinaire de ce point de vue-là, dans des situations où on est comme, en fait, c'est comme la marche. Hein, c'est un jeu sur le déséquilibre et l'équilibre. L'écriture en général, mais l'imaginaire en particulier. David, tu voulais réagir? Oui, oui, c'était pour toujours aller dans le sens de Mireille. Tout à l'heure, je repensais en écoutant Mireille au livre qui m'a vraiment qui a fait naître en moi le désir d'être éditeur, parce qu'avant j'étais déjà lecteur de l'imaginaire et entre guillemets, enfin admirateur de toutes les industries culturelles qui avaient recours à l'imaginaire. Mais c'est un livre de Fabrice Collin qui était Les Vestiges d'Arcadia. Qui est un livre de la fin des années 90. C'est cette génération dont parlait Mireille, qui était chez Mnemos, première génération dans les années 90, des gens qui sortaient du jeu de rôle, qui avaient tous contribué, enfin beaucoup à Cassius Belli, le magazine de jeux de rôle. Il y avait Sabrina Calvo, Mathieu Gabory et Fabrice Collin. Et dans Arcadia, en fait, on se trouve dans la période victorienne, mais c'est un univers miroir où les poètes de notre temps sont les hommes politiques de leur monde et inversement. Et on se retrouve avec Tennyson, William Morris qui deviennent des ministres en fait. Et c'est vrai que l'Uchronie, c'est quelque chose qui est vertigineux parce que c'est ce qui nous tend un miroir très un miroir remarquable. Et je pense que ce qui était réussi dans ce texte, c'était que c'était à la fois très lettré, mais très divertissant, c'était intelligent, il y avait cet effet de miroir. Et pour moi, c'était un texte francophone et c'était en rupture avec ce que j'avais pu lire en imaginaire. Alors, Mireille parlait de Pierre Bordage, mais moi, malheureusement, Pierre Bordage, je l'ai lu des années après. Voilà, alors c'était une fantastique lecture, mais c'est arrivé après avoir lu Fabrice Collin par les concours de circonstances. Parfois, on lit des auteurs plus importants ou pas plus importants, mais importants dans une littérature, dans le désordre, en fait. Et donc, mais effectivement, l'Uchronie comme littérature d'espoir et comme oui, bah, c'était juste parce que je pense que Arcadia n'est pas un roman qui est reconnu à sa place. En tout cas, c'est une place importante pour moi. Mireille. Oui, bah oui, je pense qu'effectivement, Fabrice Collin est un grand écrivain. Et je pensais aussi au fait que finalement, dans ce que nous disons là, pour définir l'intérêt et la place majeure des littératures d'imaginaire, c'est que ce sont des littératures de l'altérité. Et ça me paraît, c'est ce qui les différencie aussi grandement d'une grande partie de la littérature dite blanche, qui ne l'est pas tout le temps, mais qui est assez souvent très nombriliste. Et voilà, pour faire une blague, mais dans la littérature de l'imaginaire et dans le polar non plus d'ailleurs, on ne déplace pas les gens pour un adultère dans le 15e. C'est-à-dire qu'effectivement, on donne à voir une société soit en évolution, de toute façon en fantasy comme en science-fiction, mais une société du futur dans la science-fiction, ou une société en devenir, quand dans la fantasy, même quand il s'agit de romans qui pourraient paraître, introspectifs,
mais ils ne le sont pas en fait, qui sont des initiations, des moments de passage. C'est toujours pour un avenir et un avenir au sein de la société. Donc ce sont de toute façon des romans, c'est une littérature voilà, de l'inscription sociale, des générations, hein, au sens latin du terme, c'est-à-dire on fait les générations futures. Elles se basent sur ce qu'on connaît. C'est pour ça que l'Uchronie, on parlait de l'Uchronie, elle est majeure puisqu'elle parle de l'histoire, et tout ça c'est pour bâtir des futurs. David. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Mireille. Effectivement, pour moi, enfin, il semblerait que pour vous aussi, la littérature de l'imaginaire a une, forte composante, initiatique, en fait, hein. Quelque part, j'oserais même le mot, attention, spirituel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui relève des choses de l'esprit, de la connaissance de l'esprit, oser s'ouvrir à d'autres possibilités, oser, voilà, l'Uchronie et le vertige de l'Uchronie pour, comme tu disais, avoir un miroir déformant, un miroir, qui inverse les choses, qui inverse les valeurs, qui inverse les rôles, de manière à pouvoir s'interroger sur son propre rôle. Ça nous renvoie toujours à nous-mêmes pour une espèce de croissance intérieure. Je trouve ça très intéressant et David, tu voulais réagir, donc vas-y, je te laisse la parole. Oui, mais alors, en fait, à chaque fois, je ne fais que compléter ce que dit Mireille. Alors, ce que dit Mireille est déjà très complet, mais c'est simplement que j'essaye je le réinterprète avec ma propre expérience de lecteur. C'est que là où c'est vraiment une expérience de la littérité, c'est vrai que comme moi, je publie à la fois de la littérature de l'imaginaire et de la littérature générale, je reçois beaucoup de manuscrits de littérature générale et je sens que parfois, ce qui me déplaît dans la littérature générale, pas dans toute la littérature générale, c'est que c'est parfois une littérature de la soumission réelle et c'est aussi parfois une littérature du même. C'est-à-dire que c'est un peu comme le personnage d'Arlequin qui a la possibilité de voyager partout, de voyager sur la Lune, qui revient et qui dit « Oh bah sur la Lune, c'est comme ici ». Sous-entendu, en fait, Arlequin, le grand défaut d'Arlequin, c'est où qu'il aille, il est incapable de s'émerveiller et d'être changé. Et ça me faisait penser, en fait, quand Mireille... je réagissais vraiment un mot au mot d'altérité. J'ai parlé du fait que Arcadia de Fabrice Collin, ça m'a donné envie de faire de l'édition. Mais en fait, un texte pour moi fondamental, c'est à l'âge de 16 ans au lycée, quand je lis Les Dépossédés de Le Guin. C'est-à-dire que c'est par un concours de... Alors pour le coup, c'était dans le cadre de la recommandation scolaire, c'est-à-dire on devait faire un dossier sur les contre-utopies, puisque maintenant on dit dystopie, mais en fait dystopie initialement c'est un terme anglais, c'est pas un terme français, c'était les contre-utopies, et donc il y avait 1984, Le Zéro et l'Infini, Nous autres, et il y avait un roman qui s'appelait Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui était très difficile à trouver à l'époque, donc je l'ai acheté en poche d'occasion parce qu'il avait été en rupture à ce moment-là, et dans Les Possédés d'Ursula Le Guin, c'est la première fois où en tant que lecteur, j'ai été confronté à une altérité totale, c'est-à-dire une altérité politique, humaine, anthropologique, avec un sens du merveilleux, mais qui n'était pas du tout dans l'exotisme, c'est-à-dire quelque chose qui m'a ouvert tellement de perspectives, c'est-à-dire en finissant ce livre, j'ai décidé de faire des études de philosophie, j'ai lu tous les auteurs anarchistes, j'ai lu tout Ursula Le Guin, et voilà, et encore aujourd'hui, là, il y a pas longtemps, j'ai eu la chance pour les éditions ActuSF de diriger une monographie d'articles sur Ursula Le Guin qu'on a appelé De l'autre côté des mots. Et c'est vrai que Le Guin, c'est pour moi la grande autrice de l'altérité, c'est-à-dire on est face à quelque chose d'inouï, et c'est parce que on nous confronte à quelque chose qui est différent de nous que l'espoir renaît. Parce que si on nous confronte uniquement à nous-mêmes et on a l'impression que où qu'on aille, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire effectivement, on traverse le 6e arrondissement et c'est une histoire d'adultère. Il y a quelque chose de plat, d'étouffant, et voilà. Et il y a dans l'imaginaire, il y a quelque chose de l'ordre du souffle, de la perspective, de l'ambition, de l'espoir et de l'altérité. Très, très bien, très, très bien résumé. Du coup, je pense que là, on a donné envie aux auditeurs de découvrir à la fois le mois de l'imaginaire et d'investiguer les très nombreux noms
d'auteurs et d'autrices, pardon, d'autrices et d'auteurs qu'on a donné. Est-ce que vous voulez peut-être, un petit mot de la fin? Mireille, est-ce que tu as, quelque chose à nous dire par rapport au mois de l'imaginaire, par rapport, je sais pas, à des prochaines parutions aussi, voilà, je sais pas, je te laisse, le mot de la fin avant de le donner aussi à David. Mireille. Oh bah, écoutez, non, moi je vais faire, corporate, mois de l'imaginaire, volontiers parce que je pense que les gens vont sur les sites et vont sur, et connaissent enfin, chopent nos catalogues partout où ils peuvent et donc là, bah, malgré tout pandémie, la pandémie se reculant, il y a des grands rendez-vous où retrouver, les auteurs, à venir, hein, à savoir les Imaginales, enfin il y en a eu plein là, il y a eu Hypermonde à Bordeaux, il y a les Imaginales dans 15 jours, les Utopiales à Nantes. Ça veut dire qu'autour du mois de l'imaginaire, cette année particulièrement, il y a la possibilité de retrouver, les lecteurs, les auteurs, enfin que se retrouvent ensemble les lecteurs et les auteurs. Donc je donne rendez-vous en fait, hein, à tous les lecteurs autour des manifestations de l'imaginaire et dans les librairies. OK, très bien. Merci Mireille. David, un petit mot de la fin? Bah, Mireille a tout dit, c'est-à-dire on a la chance d'avoir un... Et le mois de l'imaginaire tombe cette année à un moment où la vie revient peu à peu à la normale. Je trouve ça assez fantastique, ça nous redonne de l'espoir, de la perspective. Il y a le mois de l'imaginaire, il y a plusieurs salons qui arrivent, il y a beaucoup de libraires qui participent à ce grand élan. Donc venez en librairie, lisez de l'imaginaire, allez en bibliothèque en consulter, et venez rencontrer les maisons d'édition d'imaginaire et leurs auteurs-autrices sur les salons de l'automne. Très bien. Et ben, voilà, ça c'est c'est un très bon résumé. Merci en tout cas à tous les 2. Je mettrai dans le descriptif, pardon, du podcast, les liens vers vos maisons d'édition respectives et peut-être même si vous me donnez des parutions prochaines, par exemple pour le mois d'octobre ou pour la fin d'année, je les mettrai aussi dans le descriptif. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup David, merci beaucoup Mireille. C'était Merci un Lionel, super hein. podcast et puis, je vous en prie et puis donc, je vous dis à tous les 2 à très bientôt. Salut. Salut.